أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bonjour chers toutes et chers tous. Permettez-moi de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux qui nous a permis d'être là aujourd'hui dans ce mois béni de Ramadan. Je profite de cette occasion pour adresser mes sincères salutations à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, que Dieu l'accorde la santé et la longue vie. Mes salutations s'adressent aussi au président de l'université Mohammed V de Rabat, au doyen de la faculté de lettres et des sciences humaines, à mes chers collègues professeurs Khil et Moussa Melki pour cette initiative d'organiser un symposium sur la transformation du paysage régional en Afrique. Je vais m'entretenir avec vous sur le retrait des pays du Sahel de la CEDEAO, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger. Mais avant, nous savons que la CEDEAO est une organisation sous-régionale qui a vu le jour en 1975 sous l'impulsion de son Excellence le président nigérien Séni Kountché, militaire, et aussi de son homologue Moussa Traoré du Mali, militaire. La CEDEAO est composée de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, excepté la Mauritanie, qui s'en est retirée. La CEDEAO est constituée des pays côtiers et des pays enclavés, parmi lesquels le Mali, le Burkina et le Niger. De sa création à aujourd'hui, la CEDEAO a connu beaucoup de coups d'État. Ces changements anticonstitutionnels surviennent généralement suite à des problèmes économiques, des problèmes politiques ou des problèmes sociaux culturels. Les dernières en date, les années 2020, avec la survenance du coup d'État au Mali, aussitôt après, d'un autre coup d'État au Burkina Faso et ensuite au Niger. Cela va réveiller à la CEDEAO l'envie d'application des textes qui régissent cette organisation. Parmi lesquels textes on peut citer son protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie, ou même les traités révisés de 1993 sur les mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits. Ce réveil de la CEDEAO vis-à-vis des coups d'État n'est pas actuel. Il est à rappeler que dans son histoire, dans son évolution, la CEDEAO a eu à intervenir dans un certain nombre de pays, non seulement pour maintenir de l'ordre, rétablir l'ordre constitutionnel, mais aussi pour maintenir la paix et s'interposer entre les belligérants. Le premier point de mon intervention, qui est intitulé « Les principales raisons du retrait des pays du Sahel de la CEDEAO », peut se comprendre de la manière suivante. D'ailleurs,
on peut évoquer plusieurs raisons, dont principalement 3 qui nous intéressent ici. La première raison, il s'agit de la faiblesse ou de l'absence de soutien de la CEDEAO à la lutte des pays du Sahel contre le terrorisme. La seconde raison a trait aux différentes sanctions que la CEDEAO a imposées aux 3 pays du Sahel. Et la troisième raison est la menace d'intervention militaire que la CEDEAO a proférée à l'encontre du Niger aussitôt après le coup d'État survenu dans ce pays. Pour le premier point, s'agissant de la faiblesse ou de l'absence de soutien de la CEDEAO dans la lutte des pays du Sahel contre le terrorisme, on peut dire que le Sahel central, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont confrontés à un faisceau de menaces terroristes depuis plus d'une décennie. Le marqueur stratégique le plus important est l'expression de la violence illégitime sous la forme du terrorisme. L'analyse de la typologie de la menace terroriste par le prisme des acteurs fait apparaître des acteurs transnationaux hybrides, acteurs djihadistes, djihad international, groupes rebelles ou sécessionnistes, bandits armés, trafiquants de drogue, etc. Aujourd'hui, et en dépit des efforts engagés par les États pour lutter contre ce phénomène, la complexité de la crise a mis à jour l'inefficacité, l'insuffisance capacitaire des États, notamment en matière d'adaptation et des outils de défense et de sécurité pour répondre de manière efficace à cette menace de nature asymétrique. Ensuite, lorsque nous prenons en compte le second point du retrait qui a favorisé le retrait ou a précipité le retrait des États du Sahel de la CEDEAO, à savoir les sanctions imposées par celle-ci à ces pays aussitôt après les coups d'État, nous constatons que comme réponse à la militarisation du pouvoir politique, la CEDEAO a adopté une posture de sanctions systématiques allant de l'expulsion des instances aux sanctions économiques. On remarque que lors du 4e sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation du Mali, en date du 9 janvier 2022, de nombreuses sanctions furent alors prises contre Bamako. Celles-ci, principalement économiques et financières, ont été décidées en concertation et ont été endossées aussi par l'Union monétaire, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Au rang de ces sanctions, on retrouve le rappel des ambassadeurs des États de la CEDEAO,
la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de la CEDEAO et le Mali, à l'exception des produits alimentaires de grande consommation et des produits pharmaceutiques notamment. Le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO, le gel des avoirs de l'État du Mali et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO. Ces mêmes mesures similaires avaient été adoptées par l'organisation sous-régionale contre le Burkina Faso et le Niger après le coup d'État survenu dans ces pays. Mais on constate que malgré une application des sanctions avec une rigueur différenciée en fonction des pays, on a pu vraiment observer un faible usage de l'outil diplomatique. En principe, dans les modes de règlement des différends que le droit international a institués, on retrouve bien évidemment la médiation, la conciliation, les bons offices, l'arbitrage ou les règlements juridictionnels. Mais, malheureusement, malgré l'application avec une rigueur des sanctions, on a vraiment déploré l'utilisation de ces outils qui permettent souvent de parvenir à un règlement pacifique des différends. De même, on a aussi constaté que ces mesures étaient contre-productives. Ces sanctions n'ont pas donné l'effet escompté. Les sanctions économiques ont progressivement d'ailleurs transformé les opinions nationales en soutien des choix politiques des nouveaux dirigeants de ces pays. En effet, soumis à des difficultés économiques majeures, notamment liées au financement de la lutte contre le terrorisme, des sanctions économiques à l'encontre des pays du Sahel comme le Burkina, le Mali et le Niger, qui ont déjà des structures économiques déjà fragiles, cela a vraiment impacté sur les populations déjà éprouvées par une inflation depuis plus d'une décennie. Cela n'a pas suffi. La CEDEAO, dans sa précipitation, a menacé d'intervenir militairement au Niger aussitôt après le coup d'État. Cela a été très mal perçu par les deux pays voisins, à savoir le Burkina et le Niger, qui voyaient dans ces manœuvres une agression militaire contre un pays. Donc, cela va engendrer automatiquement la réaction des rapides de ces États à faire une déclaration d'entrer en guerre contre toute attaque perpétrée contre le sol nigérien. Avec l'inefficacité de la réponse sécuritaire, la faiblesse de solidarité de la CEDEAO face au péril terroriste et la contre-productivité des sanctions économiques, la menace d'intervention militaire suite au coup d'État au Niger déclenche une posture de solidarité préventive du Burkina, du Mali et du Mali vis-à-vis du Niger.
Et aussitôt, ces États vont décider de créer ce qu'on a appelé l'Alliance des États du Sahel, laissant entrevoir une reconfiguration de l'espace CEDEAO. Les motifs du retrait développés ici par les États sortants jettent un éclairage sur cette posture de minimalisme régional et un sentiment d'abandon par la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme et de l'éloignement de la CEDEAO des idéaux panafricains de ses pères fondateurs. Parce qu'on le sait très bien que les pères fondateurs de la CEDEAO aspiraient à l'unité africaine, au regroupement régional, à la défense collective et à la non-ingérence dans les affaires intérieures de ces États. Donc, cette perception de l'influence des puissances étrangères hostiles à la CEDEAO et la mainmise de certaines puissances extérieures ont été très mal vues par les 3 États du Sahel. Et surtout, l'imposition de ces sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables ont encore aggravé la situation. Donc, cela a engendré un certain nombre de conséquences. Parce que le retrait, même si c'est un droit statutaire que chaque État membre d'une organisation internationale bénéficie, cela peut engendrer vraiment des conséquences de part et d'autre. Ce fut le cas dans le cadre du retrait des États de l'Alliance du Sahel de la CEDEAO. Et donc cela m'amène à aborder avec vous le second point, à savoir les conséquences du retrait des pays du Sahel sur la CEDEAO. On le sait très bien que les économies des États membres de la CEDEAO sont interdépendantes. Il y a l'interconnectivité qui fait la force des pays membres de la CEDEAO. Les échanges commerciaux entre ces États sont de nature à permettre aux États pris individuellement ou collectivement de subvenir à certains besoins élémentaires de leur population. Donc, le retrait avec effet immédiat des pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO revêt un intérêt à la fois théorique et pratique. D'abord, permettez-moi de revenir un peu à ce processus de retrait qui va être respecté par la suite par les États du Sahel, et qui est consacré d'ailleurs par l'article 91 du traité révisé, qui fait obligation à l'État qui désire de se retirer de notifier par écrit dans un délai d'1 an sa décision au secrétariat exécutif et qui informe par la suite les États membres. Donc, à l'expiration de ce délai, si sa notification n'est pas retirée, donc l'État cesse d'être membre de la communauté. C'est ce que nous constatons ici à l'expiration du délai au mois de janvier déjà. Le délai, puisque introduit depuis 2024, arrivait à l'échéance. Donc, le retrait de ces États a été vraiment effectif. Donc, mais cela va produire des effets. Et ces conséquences, on peut les classer à double niveau.
à court terme et à moyen et long terme. Les conséquences du retrait des pays du Sahel de la CEDEAO à court terme, d'abord, ce retrait est historique, il est unique, même si auparavant on a constaté le retrait de la Mauritanie de la CEDEAO, un retrait volontaire. Cela n'était pas suite à un coup d'État ou à un changement constitutionnel ou même aux sanctions imposées par la CEDEAO, mais ça a été volontaire et cela n'a pas entraîné les conséquences que nous allons voir tout de suite à court terme par rapport au retrait de ces trois États. Donc ce retrait peut avoir des implications profondes, non seulement pour les États qui se retirent, mais aussi pour l'ensemble des pays que compose la CEDEAO. En termes de mobilité, par exemple, des biens et des personnes, de commerce et de politique sectorielle régionale. À l'expiration, déjà, on a constaté un certain nombre d'effets. Depuis l'adoption de ces mesures en 1993, on n'avait pas constaté un retrait avec autant d'effets néfastes sur les populations. Donc le retrait a produit des effets juridiques. Des effets juridiques qui d'abord va obliger et la CEDEAO et les États qui se retirent de réviser un certain nombre de textes pour prendre en charge le retrait qui est devenu effectif depuis janvier 2025. Le retrait a aussi des incidences sur le secteur de la sécurité, notamment en matière d'échange de renseignements et de participation aux initiatives de lutte contre le terrorisme. Par exemple, l'initiative d'Accra et les activités de la force multinationale mixte mise en place à cet effet. Et d'ailleurs, même c'est l'un des facteurs qui a mis en mal certaines populations des États qui se sont retirés parce qu'ils se disent qu'avec l'existence de tous ces mécanismes, la CEDEAO n'a pas pu intervenir pour soutenir effectivement le Mali ou le Burkina dans leur lutte contre le terrorisme qui les assaille. Donc, il y a aussi d'autres conséquences à court terme. Il s'agit de la possibilité d'isolement diplomatique et politique des pays de l'AES sur la scène sous-régionale. Maintenant, les conséquences sur le moyen et le long terme peuvent être nombreuses. Ça peut entraîner une redéfinition des relations économiques entre l'Afrique de l'Ouest, entre les États membres de l'Afrique de l'Ouest et les États membres de l'Alliance des États du Sahel. Et cela va nécessiter des ajustements significatifs tant au niveau national et régional, voire même au niveau extra-régional, parce que cet ensemble sous-régional entretenait des rapports avec d'autres États, d'autres organisations internationales. La mise en place réussie d'une stratégie économique post-CEDEAO, peut-être pour ces États de l'AES, dépendra de la capacité à renforcer les résiliences économiques. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on constate que ces États ont été très prudents
tout en maintenant ou en réaffirmant leur rattachement à l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au regard du caractère extraverti, si on ose le dire, des économies de ces États membres de la CEDEAO, donc le retrait va offrir des opportunités de réforme et de développement endogène pour les États, aussi bien pour les États membres de l'AES, mais aussi pour les États restants de la CEDEAO. Il y a aussi la nécessité de vérifier les économies nationales, de créer des pôles économiques complémentaires interpays. Peut-être que les États de l'AIS peuvent être intéressés pour encore entretenir des relations bilatérales, cela n'est pas interdit, avec les autres États membres de la CEDEAO. Et il y a aussi cette question de recherche de nouveaux partenaires commerciaux qui peut impacter négativement sur les partenaires commerciaux traditionnels de la CEDEAO et de ces pays de l'Alliance des États du Sahel. Donc, ici, cela va vraiment avoir un impact négatif sur un certain nombre de points que nous n'aurons pas le temps de développer, mais je pourrais peut-être les citer. Il s'agit de l'impact sur l'exportation, sur les exportations et les importations entre les pays membres de la CEDEAO. Et il y a aussi les impacts sur le transport et le commerce. Il y a aussi les impacts sur les transactions financières. Et ce qui est vraiment très important, les transactions financières entre ces pays membres, donc est tellement important que le retrait de ces États va impacter négativement sur les transactions financières. Donc, il y a une autre conséquence géostratégique et géographique, le retrait de ces trois pays membres considérés comme l'espace le plus grand de la CEDEAO va réduire l'espace territorial de la CEDEAO, parce que la création de la Confédération des États du Sahel le 6 juillet 2024 va fragiliser la CEDEAO en termes d'espace. Déjà, on constate que ces trois pays seulement couvrent 2 758 000 km², soit presque la moitié de la superficie de la CEDEAO qui est de 6,1 millions de km². Et comptant une population à peu près 70 millions d'habitants, soit seulement un tiers de la population de la communauté ouest africaine, qui compte aujourd'hui à peu près dans les 210 millions d'habitants. Donc, il est possible que certains produits alimentaires, notamment la viande et les légumes, que les États du Sahel fournissent au reste de l'Afrique de l'Ouest deviennent plus chers, surtout si la CEDEAO n'accorde plus les privilèges tarifaires qu'elle garantissait à ses États membres. Par rapport aux conséquences économiques,
Donc, on constate aussi que si les 3 pays de la Confédération des États de l'AES, même avec la faiblesse de leur PIB, parce que ici, je pourrais peut-être vous dire que pour le Mali, le PIB par habitant était de l'ordre de 882 dollars américains, et pour le Burkina 877 dollars américains, et pour le Niger 629 dollars américains par habitant. Et donc on pouvait les considérer comme les taux les plus bas en termes du PIB pour les pays membres de la CEDEAO. Donc on estime que ces chiffres n'ont pas beaucoup de sens, ils n'ont pas beaucoup d'impact, ils sont juste significatifs du déséquilibre régional quand on les compare à ceux de la Côte d'Ivoire qui est de 2630 dollars américains, ou de Ghana, ou même du Sénégal. Cela n'a pas beaucoup d'impact. Mais on ne peut ne pas penser que les économies fortes des États côtiers n'ont probablement pas grand chose à perdre. Au contraire, on constate que elles devront toutefois s'adapter au nouveau contexte. La Côte d'Ivoire, par exemple, sera impactée. Ses exportations vers les pays de l'AIS représentent moins de 15% du total de ses exportations en 2022, par exemple. Et le Sénégal serait plus affecté que la Côte d'Ivoire, le Mali étant le premier client avec près de 20% du total de ses exportations. Donc, en définitive, on peut dire que le retrait des pays de l'AIS de la CEDEAO a des conséquences et des impacts de part et d'autre sur les populations, sur l'économie, sur le politique, sur la gestion des frontières, sur le transport et sur les transferts interbancaires et les transferts des moyens financiers que ces États ont entre eux. Donc, je m'arrête là et je vous remercie pour votre aimable attention. Je suis disponible pour toutes les questions ou des interrogations que vous aurez à m'accorder. Je vous remercie.